Aujourd'hui, on vous parle d'un segment du boulevard Saint-Laurent qui est très animé de nos jours. Il était justement fermé lors du tournage pour le festival mural. Alors, on est présentement au coin de la rue Milton et de la rue Saint-Laurent, à quelques centaines de pieds de la rue Sherbrooke. Donc, on pourrait dire qu'ici, c'est le pôle Sherbrooke-Milton. Faut comprendre qu'à l'époque de son développement de la rue Saint-Laurent, ici, au tout début, on était en haut de la côte, qui était une frontière un peu pour beaucoup de Montréalais. On ne voulait pas habiter en haut de la côte, c'était la campagne, c'était loin. Donc, beaucoup de riches choisissaient le lieu pour se bâtir de grandes villas. C'est sûr, les terrains étaient grands, étaient pas chers, c'était la campagne et surtout, on avait une très belle vue sur le centre-ville d'en haut de la côte. C'est sur ce site-là, exactement, que s'est développé au tout début, vers les années 1818 à peu près, la construction de certaines villas, dont la plus célèbre sera la Villa Torrance. La Villa Torrance, évidemment, bâtie par M. Torrance en 1818, sur le site même de où est-ce que la station-service Esso aujourd'hui. À l'époque, c'était une très belle villa, une des plus magnifiques. C'était aussi un statement de venir s'installer en haut de la côte ici. M. Torrance va vendre sa villa quelques années plus tard à John Molson, le John Molson. Donc, la famille Molson va habiter ici pendant presque 100 ans. Donc, ça va confirmer qu'en haut de la côte, ici, c'est un lieu prestigieux. Donc, c'est ça, la Villa Torrance va rester une villa jusqu'à peu près dans les années 30. À partir des années 30, ça va devenir déjà à l'époque une station-service garage. C'était dans les premières stations-service de la ville de Montréal. C'est pas pour rien que c'était ici. Les riches avaient leurs villas aux alentours, donc les riches avaient des premières voies automobiles. Donc, le garage, à l'époque, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui, c'était vraiment pour les riches. Donc, il n'y a pas de hasard. OK, donc je suis présentement devant une ancienne synagogue qui était la synagogue Sharit Field. C'est le bâtiment juste à gauche au bout, ce qui est marqué Socan aujourd'hui. Donc à ce moment-là, quand la rue se développe, ils bâtissent la synagogue et puis c'est un peu le signal de départ pour les Juifs du bas de la ville de venir migrer dans le nord. Ça veut dire que le quartier se développe, hein, ils ont des institutions pour eux. C'est une synagogue qui va faire son temps jusqu'à peu près dans les années 50. Après ça, ça va devenir un théâtre yiddish. Dans les années 60, ça va devenir une boîte à chansons, la célèbre boîte à chansons Le Chat Noir, tenue par Claude Léveillé. Et puis, jusque dans les années 70, ça va continuer comme ça. Dans les années 70, ça va devenir le cinéma L'Élysée, un cinéma de répertoire, dont je suis même déjà venu voir quelques films étant jeune. Et puis, jusque dans les années 90, ce qui va se passer dans les années 90, c'est l'histoire d'un gars qui invente un logiciel pour faire des bonhommes en 3D, qui fait le Jurassic Park, qui empoche des millions, qui achète tout le lot ici pour faire Softimage, la compagnie d'effets spéciaux des années 90. Il va aussi acheter le bâtiment adjacent ici, qui était l'ancienne manufacture des vêtements Redmans. Il va aussi ouvrir un cinéma. Ça va être un gros complexe dans les années 90. Aujourd'hui, Softimage n'existe plus. Donc, très vite, le développement de la rue Saint-Laurent, même si c'était résidentiel à la base, va avoir une connotation commerciale et manufacturière. Donc, c'est pas surprenant que dans la section où on est ici, entre Avenue des Pins et puis Prince-Arthur, que ça va commencer à foisonner dans ce sens-là. Donc, en 1892, l'immeuble qu'on voit derrière moi, qui s'appelle le Baxter Building, sera érigé. C'est quand même un immense complexe pour l'époque. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, hein? On porte pas attention parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui le cachent, mais c'est un building qui part presque de Prince-Arthur, qui va jusqu'à la rue Guibault, là, qui est à 100 pieds de la rue Avenue des Pins. Donc, c'est quand même immense. C'est séparé en 14 sections. Donc, c'était fait pour des magasins au rez-de-chaussée, des manufactures au second étage. C'était conçu un peu comme un centre d'achat avant son temps. Donc, c'était un seul promoteur qui faisait un énorme bloc, puis qu'après ça, il pouvait louer ou vendre certaines unités à des gens commerciaux.
Alors, on est présentement sur la rue Guilbeault, au coin de la rue Saint-Laurent, avec derrière moi toujours le Baxter Building qui se rend jusqu'à la rue Guilbeault, justement. Alors, pourquoi la rue Guilbeault? Ici, on est dans la place Guilbeault. C'est quoi ça? En fait, M. Guilbeault, c'est quelqu'un qui possède les terres. À l'époque, on part de Saint-Laurent jusqu'à Saint-Urbain, d'avenue des Pins jusqu'à Milton. Donc, c'est très, très grand. C'est des terres agricoles à la base qui appartenaient à la succession Stanley Bagg. On en a déjà parlé. Donc, M. Guilbeault commence à aménager ça et à rendre ça comme un genre d'attraction pour les Montréalais. Donc, jardin botanique, un zoo, une école de cirque, un musée de freak of nature, genre l'homme-éléphant, ces affaires-là, très populaires à l'époque, une patinoire, un théâtre, des feux d'artifice, bref, plein d'activités pour les Montréalais la fin de semaine pour qu'ils puissent venir se ressourcer en campagne. N'oublions pas, parce que le jardin Guilbeault existera des années 1830 à peu près aux années 1870. Donc, c'est un segment où la portion ici de la rue Saint-Laurent est encore un peu en campagne. Ça va prendre fin dans les années 1869 parce que, évidemment, le prix des terrains vaut cher, on commence à avoir de la spéculation et le site même donnera sa place au célèbre Baxter Building qu'on a parlé plus avant. On est toujours sur la rue Saint-Laurent, entre la rue Roy et la rue Saint-Hubert, une portion qu'on pourrait dire qui va bien illustrer l'apport des immigrants juifs d'Europe de l'Est du début du siècle, du début des années 1900. Donc, pour vous illustrer ça, derrière moi, où ce que vous voyez le Pharmaprix, ça a déjà été l'épicerie Warsha. Donc ça, c'était une petite épicerie polonaise qui, au début, ils possédaient un seul commerce. Avec le succès, ils ont acheté le commerce d'à côté, jusque dans les années à peu près 1964, là où ils possédaient, mettons, 5-6 commerces, ils ont tout rasé. Ils ont fait une espèce de gros bâtiment, parce que dans les années 60, c'était un peu le début des supermarchés comme on les connaît aujourd'hui. Donc, ils ont voulu se mettre au goût du jour. Ils ont fait un gros bâtiment moderne pour l'époque. C'est resté le Warsha jusqu'au tournant des années 2000. Puis, je suis allé une des dernières journées que c'était encore ouvert. Moi, j'y allais souvent. Ils vendaient de tout. C'était pas juste une épicerie. Ils vendaient des tapis, des plantes. Bref, ça a fermé. C'est devenu le Pharmaprix qu'on connaît aujourd'hui. Donc, l'épicerie Warsha. Donc, derrière moi, on peut voir le célèbre restaurant chez Schwartz. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un restaurant très réputé de smoke meat. En fait, si vous n'êtes jamais allé, je pense que c'est le temps d'aller goûter ça au moins une fois, sauf si vous êtes végétarien, on va comprendre. Donc, cette institution, parce qu'on parle de ça, vraiment une institution, c'est aussi, je pourrais vous dire, le phare de tout le rayonnement de la culture culinaire juive du quartier. Donc, en 1928, c'est deux frères, Maurice et Reuben Schwartz, qui s'installent à Montréal. C'est des Juifs d'Europe de l'Est. Ils amènent avec eux leur fameuse recette de smoke meat qui date vraiment d'Europe de l'Est du début des années 1900. À l'époque, ici à Montréal, c'est pas nécessairement connu. Au début, c'est vraiment pour les initiés, c'est pour les gens juifs du quartier, mais très vite, les Montréalais adoptent ça. À partir des années 50, la réputation est faite. Tous les Montréalais viennent faire leur petit tour. Et puis, écoutez, depuis que je suis petit, c'est une institution. J'ai fait très souvent la ligne pour aller manger à l'intérieur. OK, alors on est au coin de la rue Napoléon et la rue Saint-Laurent, toujours le boulevard. Alors derrière moi, l'espèce de structure qu'on voit en construction, pour ceux qui s'en souviennent, ça fait pas si longtemps, c'était l'entreprise de Pierre Tombal Benson et Fils, ou Benson & Son, une entreprise juive qui était là depuis 1927, les mêmes pendant 4 générations qui ont opéré une entreprise de Pierre Tombal direct sur le boulevard Saint-Laurent. Ça a tout le temps clashé, ça fait même bizarre de plus les voir. Donc, ça exprime un peu le côté juif de la ville de Montréal dans ce secteur-ci. Pendant longtemps, c'était comme le symbole. Maintenant, ils sont partis. C'est en train de changer. Alors, si vous venez avec moi un petit peu, on voit derrière moi, je ne sais pas si on le voit, le bain Schubert, qui était pendant très longtemps un des seuls endroits où les Montréalais du secteur pouvaient se laver. Parce qu'oublions pas, au début du développement de la rue Saint-Laurent, il n'y avait pas de salle de bain. Il y avait peut-être des bécosses en arrière, mais il n'y avait pas de salle de bain. Les Montréalais avaient vraiment besoin d'unités sanitaires. Aujourd'hui, c'est devenu une piscine et un genre de théâtre, mais dès son inauguration, c'était une piscine et les gens, c'était pas tant pour aller se baigner que pour aller se laver.
On est présentement derrière le restaurant Moishes, célèbre institution de la rue Saint-Laurent, qui est un restaurant très prestigieux. Il l'a toujours été. Dès son ouverture, dans les années 30, c'était un restaurant prestigieux, même s'il servait du poulet frit puis des côtes levées. Quand je dis prestigieux, je suis déjà allé et ça coûte cher, je peux vous le dire. Pourquoi, en fait, c'est intéressant, c'est que d'un, c'est une institution depuis les années 30, mais aussi, en plus de posséder tout l'immeuble, le restaurant est au 2e étage, comme un grand escalier. Ça faisait très new-yorkais. Il faut noter que derrière le restaurant, sur la rue Saint-Dominique, les propriétaires possédaient un immense terrain qui équivaut à peu près une dizaine de triplex, que dans les années 50-60, ils ont tout crissé à terre pour faire des stationnements pour leurs prestigieux clients. Donc, on arrivait, un valet nous accueillait, nous ouvrait la porte, et puis il venait stationner la voiture derrière. Donc, signe qu'ils vont déménager, les terrains de stationnement sont maintenant vendus à des promoteurs qui sont en train de nous faire pousser des beaux condos, hein, comme si on n'en avait pas assez. Donc, c'est un autre signe que la rue Saint-Laurent est en train de changer. Alors, derrière moi, on peut voir le cinéma L'Amour, qui est pas mal de, si on pourrait dire, le dernier cinéma pour adultes à Montréal, ou presque. Il fut une époque où il y en avait partout, mais à l'époque où ça s'était bâti, en 1914, c'était pas un cinéma pour adultes, vraiment pas. En 1914, le clergé, il endossait pas ça. Donc, à l'époque, c'était le Globe, hein, qui était comme un théâtre-cinéma. Ça se faisait souvent, on construisait quelque chose qui était polyvalent. Donc, il n'y avait pas tant de films, mais quand il n'y avait pas des films, il y avait des pièces de théâtre. Après ça, des années 20 aux années 30, ça va devenir toujours un théâtre, mais en yiddish. Hein, je vous le dis, cette portion-là de la rue Saint-Laurent était très dans la communauté juive. Après ça, en 1932, ça devient le Hollywood. Et à partir de 1969, ça devient le premier cinéma adulte de cet endroit, qui va être le Pussycat, jusqu'en 81, où là, ça va devenir le cinéma L'Amour. C'est toujours les mêmes propriétaires, en fait, c'est passé de père en fils. Et puis, je vous dirais, jusqu'à il y a quelques années, c'était un peu crado, ça avait mauvaise réputation, on entendait des histoires un peu bizarres. Là, j'ai entendu dire qu'ils se sont pris un nouveau tournant. Les gens vont moins là voir le film que se rencontrer. Donc, je peux pas vous en dire plus, je suis jamais allé, mais définitivement, c'est un des derniers cinémas pour adultes qu'il y a à Montréal, du moins dans les quartiers centraux. Donc, pour les passants les plus curieux qui sont observateurs, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'au sol, il y a des petites plaques métalliques qui ont été installées il y a une dizaine d'années, avec des années. Si vous ne l'aviez pas remarqué, en fait, c'est pour expliquer le cadastre original, parce que, comme dans le cas de l'épicerie Warsha, aujourd'hui, c'est un seul bâtiment de 100 pieds, mais en fait, ça a déjà été plusieurs bâtiments de 25 pieds ou 20 pieds. Donc, pour les plus curieux qui veulent savoir, ils peuvent savoir l'année de construction de l'immeuble ou s'il a été modifié. Comme là, en ce moment, je suis devant le 4065 rue Boulevard Saint-Laurent. Ça a été construit en 1870, mais c'est pas la version qu'on voit là. La version qu'on voit là a été construite en 1925. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est des petits guides qui sont ici à nos pieds, faciles d'interprétation. OK, donc derrière moi, le gros building vert qu'on voit, c'est l'édifice Weinberg, qui est quand même un icône dans le quartier. Ça illustre aussi qu'à une certaine époque, la rue Saint-Laurent, c'était la rue des manufactures. Hein? Beaucoup de manufactures dans plusieurs buildings. Ils n'étaient pas tous gros comme ça, mais il y en avait. Donc, quand ils ont décidé de construire une tour de 8 étages, parce que, oublions pas, à cette époque-là, 8 étages, c'était une tour, ça clashait dans le quartier, ça instaurait le côté manufacturier de la rue. On était de moins en moins en campagne. Et puis, ça a été des manufactures pendant longtemps, principalement dans le textile. Hein? La rue Saint-Laurent, à une certaine époque, c'était la rue de la Guinée, c'était la rue du textile. Puis aujourd'hui, ben, c'est devenu des lofts et des ateliers d'artistes de prestige parce qu'il faut être un artiste établi pour habiter là aujourd'hui. C'est des condos. Fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment louer, on doit acheter son unité. Donc, on est présentement au Parc des Amériques, au coin de la rue Rachel et la rue Saint-Laurent, qui n'a pas toujours été le Parc des Amériques. En fait, au moment où le secteur s'est développé, on était en plein cœur du village Saint-Jean-Baptiste. C'était une entité autre que Montréal. C'était une des premières banlieues.
Puis, c'est ça, au moment de son développement du marché, en 1861, on commence par faire un petit marché, une petite place tranquillement. Ça sera rénové au fil des années. En 1931, on décide de faire un vrai marché avec un bâtiment briqueté qui ressemble à d'autres marchés qu'on peut voir aujourd'hui. C'était dans le contexte de la grande crise, hein, on en a déjà parlé dans d'autres capsules. On avait besoin de faire travailler les Montréalais, donc on faisait rénover le marché Saint-Jean-Baptiste. Il va rester un marché jusque dans les années 1966. À ce moment-là, ça ne correspond plus aux besoins des gens. Hein. Il y a des supermarchés qui ont ouvert tout partout. Donc, on va en faire un stationnement, ce qui est quand même un peu triste. Jusqu'à 1990, le site ici sera un vulgaire stationnement. Heureusement, dans les années 90, on va décider d'en faire une place publique et un parc, qui sera le Parc des Amériques, en honneur de toutes les communautés latinos qui se sont installées dans le quartier. On est présentement sur la rue Vallière à l'intersection du boulevard Saint-Laurent, juste devant le Parc du Portugal, pour ceux qui le connaissent, qui est un magnifique parc, aménagé avec goût. Pour de vrai, c'est comme un petit voyage en Europe. Un petit, mais quand même. Alors, ici, avant d'être le Parc Portugal, parce que c'est seulement depuis 1976 que c'est devenu le Parc Portugal, avant ça, c'était le Carré Chérier. C'est notamment connu pour être devant la maison de Léonard Cohen. Donc, c'est connu, c'est officiel, hein, maintenant, c'est dans les guides touristiques. C'est un petit pôle aussi que je pourrais vous dire qui représente la communauté portugaise, notamment avec la quincaillerie Hazard qui est juste à côté. Il y a Cocorico pas trop loin. Ça donne une bonne idée. Puis, c'est ça, c'est un pôle important de la rue Saint-Laurent aujourd'hui qui représente la communauté portugaise. Alors, on est au coin de la rue Marianne et le boulevard Saint-Laurent. L'édifice derrière moi avec le portrait de peinturé, en fait, c'est l'entreprise chez Shredder. Shredder qui n'est pas si connu que ça. C'est pas une institution, mais c'est un exemple d'entreprise familiale qui est toujours dans le quartier, génération après génération, toujours en activité. Donc, pour vous donner une idée, ça a été fondé... en fait, cette succursale-là est ouverte en 1955. Petit commerce bien ordinaire, ils vendent du linge pas cher. Leur particularité, ils achètent en grosse quantité, donc ça leur permet de vendre à des prix pas chers à leurs clients. Puis, toujours aujourd'hui, c'est toujours la descendance de la famille Shredder. Comme on peut voir, ils ont agrandi, ils ont rénové, ils n'ont pas l'air partis pour partir bientôt. Donc, un des derniers exemples d'entrepreneurs familiales de génération en génération qui avait beaucoup à l'époque sur la rue Saint-Laurent, qui a moins, mais eux sont toujours là. On est toujours sur le boulevard Saint-Laurent entre la rue Marianne et la rue Mont-Royal. Et puis derrière moi, ce qu'on voit, le Bitmore, qui n'est pas un édifice si exceptionnel que ça, en fait, il est intéressant pour une chose, c'était la première adresse du premier magasin Steinberg. Donc, en 1917, maman Steinberg ouvre sa première petite épicerie pour faire vivre sa famille. C'est une immigrante. Elle fait ça comme la plupart des immigrants. Ils ouvrent des petits commerces. Ils essaient de tirer leur épingle du jeu dans la nouvelle vie montréalaise. Et puis, dès l'âge de 12 ans, Sam Steinberg aide sa mère. Il est très entreprenant, il est très rapide. 2 ans après, à l'âge de 14 ans, il décide d'ouvrir un deuxième magasin avec sa mère. Et puis, d'année en année, ils vont ouvrir de plus en plus de magasins pour finalement que ça devienne l'empire que certains auront connu, l'empire des magasins Steinberg. Donc, jusqu'en 1992, ils avaient des dizaines et des dizaines de magasins. En fait, c'est des épiceries, des supermarchés. Plusieurs des supermarchés qu'on fréquente aujourd'hui en tant que Montréalais ont déjà été des Steinberg. Donc, c'est pour vous donner une idée que le point de départ de tout cet empire-là est parti ici, de la rue Saint-Laurent, qui était vraiment un boulevard dynamique pour les immigrants de l'époque, pour se tirer leur épingle du jeu. Ils venaient en Amérique pour se faire, hein, pour se créer une vie. Puis la rue Saint-Laurent exprimait vraiment ça. C'était le boulevard de tous les espoirs. Alors voilà ce qui termine la deuxième partie de ce reportage sur le boulevard Saint-Laurent. Vous voulez en voir d'autres? Ben cliquez sur j'aime en bas de la vidéo, partagez le plus possible, et là-dessus on se voit très bientôt. Bye bye!